Question banquet, divertissement et beau discours, les Grecs n'ont jamais été les derniers. Leur convivialité a créé un genre littéraire, les propos de table. Cela commence avec ce qu'en français moderne on appelle le banquet de Platon, mais qui avant s'appelait le symposium. C'est une suite de discours sur l'amour. Oh, ce n'est ni pour pinailler, ni pour vous tartiner ma culture Wikipédia, mais un symposium, ce n'est pas exactement un banquet. Oh, ce n'est pas non plus un congrès scientifique, non. Le symposium, c'est la partie du banquet qui succède au repas, pendant laquelle on boit en écoutant de la musique, on admire des danseurs ou bien on discute entre amis. Bien après Platon, Plutarque a aussi écrit des symposiaques, traduits ici en français par propos de table. Ces propos de table sont un peu l'occasion de rassembler dans une même œuvre littéraire des pièces disparates, un peu comme les propos décousus qu'on peut entendre à table au cours d'un banquet. Et à propos, banquet en grec, ça se dit déhypnos. D'où ce livre, les déhypnosophistes. Irrévérencieux comme vous me connaissez, je traduirais bien les sages ripailleurs. Mais je n'ai pas le droit. La traduction officielle est le banquet des savants. Il s'agit d'une compilation d'extraits de textes très divers et de citations de livres anciens, compilation d'autant plus précieuse que beaucoup des originaux qui sont cités ont été perdus. Les 15 livres ont chacun un thème. En particulier, le livre 10 traite de l'ivresse et de la gloutonnerie. Et comme le sujet prête à jouer, une partie du chapitre est une compilation de ces énigmes dont les Grecs étaient friands. La plus célèbre des énigmes grecques a été posée à Oedipe par le Sphinx, selon la légende. Il y a sur terre un être à 2, à 3, à 4 pieds et qui n'a qu'une voix. Il change de nature seul entre tout ce qui se meut ici-bas ou rampe ou traverse l'air et la mer. Mais lorsqu'en marchant il s'appuie sur plus de pieds, la célérité de ses membres diminue, sa marche en est ralentie. Oedipe réfléchit à peine pour donner sa réponse. Écoute, dussé-je te déplaire, sinistre muse des morts, l'explication qui va mettre un terme à tes rigueurs. Tu as désigné l'homme. Il rampe sur la terre lorsqu'il vient de naître et tout petit. Comme à 4 pattes, il se traîne sur ses pieds, sur ses mains. Devenu vieux et courbé par l'âge, il s'appuie sur un bâton qui lui sert de 3e pied. Voici une autre de ces énigmes. Ce sont 2 sœurs dont l'une enfante l'autre, et l'ayant enfantée est par elle engendrée. Et les 2 sœurs sont la journée et la nuit. L'anthologie grecque est une immense compilation de poèmes grecs, rassemblés à une époque plutôt tardive, que l'on ne sait pas trop préciser. Et tenez, puisque j'en suis à étaler une culture grecque que je ne possède pas, une anthologie, étymologiquement, c'est un bouquet de fleurs. Ces fleurs, ce sont des poèmes courts, qu'on appelle des épigrammes. Ils portent sur un peu tous les sujets. Et, contrairement au banquet des savants, les compilateurs n'ont pas cherché à en faire un récit cohérent. Le livre 14 de l'anthologie grecque est intitulé Problèmes, énigmes et oracles. Les oracles, ce sont des prédictions, par exemple de la Pythie de Delphes, qui se sont réalisées. Bien sûr, en condition d'en comprendre l'interprétation. Les énigmes sont proches de celles du banquet des savants. Revoici par exemple le jour et la nuit. Il est 2 sœurs de même lit. L'une fait naître l'autre, et elle-même enfantant et par elle enfantée. De sorte que, sœurs en même temps que consanguines, elles sont sœurs l'une de l'autre, et mères à la fois. À part les énigmes et les oracles, on trouve dans ce chapitre 14 des exercices de mathématiques
sous forme de poèmes. Le fait que des exercices soient mélangés aux énigmes et aux oracles est tout à fait significatif. Ils sont faits pour distraire, et il faut les prendre comme des devinettes. Le plus célèbre donne la durée de la vie de Diophante. Comme la plupart des problèmes du chapitre, celui-ci est attribué à un certain Métrodore le grammairien, qui aurait vécu au 5e et 6e siècle. Voici la traduction en prose. Cette tombe renferme Diophante. Ô merveille, elle dit mathématiquement combien il a vécu. Dieu lui accorda le 6e de sa vie pour son enfance, il ajouta un 12e pour que ses joues se couvrissent du duvet des adolescents. En outre, pendant 7 ans, il fit brûler pour lui le flambeau d'Hymen. Et après 5 ans de mariage, il lui donna un fils. Hélas, unique et malheureux enfant, auquel la Parque ne permit de voir que la moitié de la vie de son père. Pendant 4 ans encore, consolant sa douleur par l'étude des chiffres, il atteignit enfin le terme de sa vie. Et la question est, à quel âge est-il mort ? Comment ferions-nous pour trouver la réponse ? Pour le plaisir, je vous ai mis une version en alexandrin qui accompagne la solution algébrique, soit x l'âge de Diophante. X sur 6 pour l'enfance, plus x sur 12 pour l'adolescence, plus x sur 7 avant de se marier, plus 5 ans pour que son fils arrive, plus x sur 2 avant qu'il meure, et 4 de plus, le tout doit faire x. Bon, allez-y, réduisez au même dénominateur et trouvez x. Comment ? Vous avez déjà fini ? Oh, c'est pas possible, vous avez triché. Ou bien vous connaissiez la réponse, mais oui, vous avez raison. C'est bien 84. Oui, mais résoudre une équation en posant l'inconnu égal à x est non seulement anachronique, mais c'est en complet décalage avec l'ambiance festive des énigmes. Souvenez-vous qu'il ne s'agit que de répondre à des devinettes. Or, pour deviner, il y a beaucoup plus rapide que l'algèbre. Souvenez-vous que le résultat cherché est implicitement un entier. D'après l'énoncé, cet entier doit être divisible par 6, par 12, par 7 et par 2. Ah tiens, et si on essayait le PPCM pour voir ? Et il est égal à 84. C'est quand même plus réaliste que 168 ou 252 pour l'âge de Diophante, vous ne trouvez pas ? Il ne reste plus qu'à vérifier avec une autre traduction en alexandrin. Le 6e de 84, ça fait 14 ans pour l'enfance, plus le 12e, 7 ans pour l'adolescence, plus le 7e avant de se marier à 33 ans, avoir un fils à 38 ans, qui meurt alors qu'il en avait 80. Ça marche. On essaie sur un autre problème ? Celui-ci est attribué à Socrate, sans aucune certitude. Il faut calculer le nombre de disciples de Pythagore. Écoute, Polycrate, et prends-en connaissance. Au calcul, la moitié s'applique avec ardeur. De la nature, un quart explore la science. Un 7e soumis à la loi du silence, de dogmes immortels nourrit en paix son cœur. Mais 3 femmes en plus, Théano la première. De mon docte troupeau, c'est le nombre ordinaire. Le PPCM des dénominateurs est 28. Essayons donc 28. La moitié 14, plus le quart 7, plus le 7e 4, ça fait 25. Plus les 3 femmes, on arrive bien à 28. Oui, bon, ce n'est pas vraiment général comme méthode. Rien ne dit que la réponse doive toujours être le PPCM des dénominateurs. Voici un autre problème de l'anthologie. Il s'agit d'un partage de noix. « Ô ma mère, pourquoi me bats-tu à cause des noix ? De belles jeunes filles se les sont partagées toutes.
Mélicium en a pris les 2/7, Titané un 12e, Astioché un 6e et la joueuse Philina un tiers. Tétis s'est emparée de 20 noix, Thisbé de 12. Celle-ci, Glossée, voit comme elle en rit, a 11 noix dans ses mains. Et cette noix est la seule qui me reste. Appliquons la méthode précédente. Les fractions de l'inconnu sont 2/7, un 12e, un 6e et un tiers. Le PPCM des diviseurs est donc 84 encore. Essayons 84 comme réponse. 84 multiplié par 84 multiplié par 2/7 plus un 12e, un 6e et un tiers, plus 44 noix restant à la fin, ça fait 117. Ah tiens, ça ne marche pas. La réponse est donc un autre nombre, multiple de 84, mais lequel ? Bien sûr, on peut le trouver par tâtonnement, mais ça peut prendre du temps. Il y a beaucoup plus astucieux. C'est la méthode de fausse position. Écrivons l'équation sous la forme ax égale b, puis posons x égale 84. Tout calcul fait, 84 moins ses 2/7, son 12e, son 6e et son tiers, ça donne 11, et pas 44. Donc, 84 était une fausse position. Oui, mais pour passer de 11 à 44, il faut multiplier par 4. Donc, pour trouver la réponse à partir de 84, il faut aussi multiplier par 4. Facile, non ? La méthode de fausse position est impossible à dater. Et elle n'a pas d'inventeur. On la trouve chez les Babyloniens, les Égyptiens, les Chinois, les Grecs. Elle est expliquée dans les manuels d'arithmétique indiens, arabes, puis européens jusqu'au XVIIIe siècle au moins. Alors bien sûr, elle n'est ni aussi puissante ni aussi générale que la méthode algébrique. Mais vu la difficulté que l'algèbre littérale a eue pour s'imposer, il y a de bonnes raisons de considérer la fausse position comme la méthode la plus naturelle pour résoudre une équation affine à une inconnue. Le principal document sur les mathématiques égyptiennes est le papyrus Rhind, du nom d'un collectionneur. Dans l'introduction, le scribe dit s'appeler Ahmès, et il annonce qu'il copie un document plus ancien d'environ 1800 avant notre ère. Sur les quelques 80 problèmes du papyrus Rhind, 6 sont des problèmes de quantité abstraite, désignés par aha. Cela correspond à notre notion d'inconnu. Les 6 problèmes se traduisent par une équation affine. Celui qui est copié ici est le numéro 25. L'énoncé est « Une quantité et sa moitié ajoutées ensemble donnent 16. Quelle est la quantité ?» Voici la solution du scribe Ahmès. Supposons 2. 2 et sa moitié font 3. Autant 3 doit être multiplié pour donner 16, autant 2 doit être multiplié pour donner le nombre requis. Pas de doute, c'est exactement la méthode de fausse position. Le reste du calcul est moins simple. Les Égyptiens n'avaient que certaines fractions, essentiellement 2 tiers et les fractions de numérateur 1. Voici la traduction littérale de ce qui est écrit. Pour trouver l'expression de 16 divisé par 3, le scribe commence par poser une multiplication à l'égyptienne avec tous les calculs intermédiaires. Il coche les lignes dont le total à droite arrive à 16 et ajoute les membres de gauche. Il trouve bien 5 et un tiers. Il multiplie ensuite par 2, qui était la fausse position, puis il vérifie le résultat. Je ne vais pas aligner les exemples chez tous les peuples et à toutes les époques, ce serait lassant. Mais vous le savez, je ne sais pas résister à l'imagination débordante
de Mahavira. Des perroquets descendaient sur un champ embelli par des tiges, ployant sous le poids du blé mûr. Effrayés par les hommes, tous s'envolèrent. La moitié s'enfuit vers l'est, un sixième vers le sud-est. La différence entre ceux qui allèrent vers l'est et ceux qui allèrent vers le sud-est diminuait par sa moitié, et encore par la moitié du résultat, alla vers le sud. La différence entre ceux qui allèrent vers le sud et ceux qui allèrent vers le sud-est diminuait de ses 2/5, alla vers le sud-ouest, etc. Je ne vous donne pas tout l'énoncé. Après l'Est, le Sud-Est, le Sud et le Sud-Ouest, il reste encore 4 directions avec des fractions toujours plus compliquées. Et finalement, 280 perroquets qui restent en l'air au-dessus du champ. Je n'ai même pas eu le courage de faire le calcul. 3 siècles après Mahavira, Bhaskara est en général plus sobre, mais aussi poétique. Dit rapidement le compte de la totalité des fleurs de ce bouquet de lotus en taches, par lequel sont respectivement honorés du tiers, du 5e et du 6e, le dieu à l'œil triple, Shiva, Hari et Shurya, Arya avec son quart et les pieds du maître avec les 6 lotus restants. J'aime bien vous montrer des éditions anciennes. Celle-ci est la première de l'anthologie grecque. Elle est due à Ianus Laskaris, un humaniste de la Renaissance, débarqué à Venise après la chute de Constantinople. Ce n'est qu'un prétexte pour revenir à l'anthologie et à ses énigmes mathématiques. Comme l'âge de Diophante, les disciples de Pythagore ou les noix volées, beaucoup de problèmes se ramènent à des équations affines à une inconnue. Mais on y trouve aussi un autre type d'exercice, lui aussi universel. C'est le cyclope Polyphème en bronze. On lui a fait un œil, une bouche, une main qui communiquent à des réservoirs, et il semble tout ruisselant. On dirait un fleuve à sa source. Chacune de ces fontaines est bien réglée. Laissez couler celle de la main, en 3 jours elle remplira le bassin. Celle de l'œil, en 1 jour. En 2/5 de jour, celle de la bouche. Qui pourra dire en combien de temps le bassin sera rempli, toutes les fontaines coulant ensemble? Et c'est un des ancêtres des mythiques problèmes de robinet. L'anthologie en donne plusieurs variantes, tout aussi classiques, comme le partage du travail. Briquetier, je me hâte de bâtir cette maison. Le temps est beau aujourd'hui, sans nuages, et je n'ai plus besoin de beaucoup de briques. Il ne m'en manque que 300. Or, à toi seul, tu en fabriques autant en 1 jour. Ton fils ne se repose qu'après en avoir fait 200. Ton gendre en fabrique autant et 50 en plus. Par votre travail commun, en combien d'heures ferez-vous la fourniture demandée? Sur ce, je vous propose d'aller faire un petit tour en Chine. Les 9 chapitres sur les procédures mathématiques, c'est le classique mathématique chinois le plus célèbre. Il n'est pas plus facile à dater que l'anthologie grecque. Il a probablement eu de multiples rédacteurs successifs entre le second siècle avant et le second siècle après Jésus-Christ. Et il a forcément été écrit avant 263, qui est la date où Liu Hui en a écrit son commentaire. Il est donc antérieur à l'anthologie grecque, mais probablement pas à la plupart de ses problèmes. On trouve dans les 9 chapitres l'exercice de remplissage qui suit. Supposons qu'on ait un étang et que 5 canaux s'y jettent. Si on ouvrait le premier d'entre eux, en 1/3 de jour, il l'emplirait en entier. Le suivant, en 1 jour, l'emplirait en entier. Le 3e, en 2 jours et demi, l'emplirait en entier. Le 4e, en 3 jours. Le 5e, en 5 jours. Si maintenant, ils sont tous ouverts, on demande en combien de jours ils rempliront l'étang.
Les 9 chapitres proposent aussi plusieurs variantes du même problème, dont celle du temps de travail. Supposons qu'en un jour, une personne redresse 50 flèches, ou en peine 30 flèches, ou encore prépare l'encoche de 15 flèches. Si maintenant on fait en sorte qu'une même personne pendant un jour redresse en peine et prépare l'encoche, on demande combien de flèches elle produit. Nous voici 8000 kilomètres et 17 siècles plus loin. L'auteur de ce livre n'est pas n'importe qui. Il est chevalier de la Légion d'honneur et directeur d'école primaire à Paris. Cette édition date de 1913. Le livre en est à 130 000 exemplaires vendus. Il contient pas moins de 2800 exercices. Le niveau est celui du cours moyen et donc du fameux certificat d'études de la Troisième République. Bien sûr, on y trouve les célèbres problèmes de robinet qui ont fait la renommée de l'épreuve. Et la non moins inévitable variante du travail collaboratif, avec 2 couturières qui font une robe. Ah mais au fait, regardez la méthode de résolution. En un jour, les 2 couturières font la moitié de la robe. Donc, pour faire la robe entière, elles mettront un jour fois 2, soit 2 jours. Il n'y a pas de X là-dedans. Dites voir, ça ressemblerait pas à de la fausse position, ça? Vous avez remarqué, j'espère, que malgré le côté indubitablement festif de cette histoire, je ne me suis pas permis le moindre jeu de mots foireux sur le symposium. À votre avis, je vieillis ou je progresse ? Non, ne répondez pas tout de suite, laissez-moi rêver un peu.